Bonjour à toutes et à tous, je me présente très rapidement, je suis Emmanuel Dutheil, le directeur de la rédaction du magazine économique Challenge, très heureux d'être avec vous en ce samedi matin. Alors il y a une phrase que l'on entend souvent, les jeunes ne trouvent pas d'emploi et les entreprises ne trouvent pas de salariés. Alors comment est-ce possible ? Jamais nous n'avons autant parlé finalement de pénurie de compétences, jamais les entreprises n'ont eu autant de difficultés à recruter et pourtant jamais nous n'avons autant investi dans la formation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a donc, semble-t-il, un début de problème dans cette histoire. Est-ce qu'on va le régler ce matin ? Je vais vous spoiler un peu. Non, mais au moins, on va essayer d'y apporter quelques clés de compréhension. Et pour ces clés de compréhension, on va dans un instant avoir notre membre du cercle qui va nous faire une présentation, une introduction très claire. Très vite, je vous présente les gens qui nous ont fait la gentillesse d'être avec nous ce matin. Glenda Quintini de l'OCDE, Caroline Chèvre qui dirige la Fédération syndicale unitaire, Dominique Restineau qui est le président de la CCI Paris-Île-de-France, le professeur Robert Gigraff, ancien ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sciences des Pays-Bas et qui est également avec nous, et juste à côté de moi, Catherine Navmeki de la CFDT, en charge de toutes ces questions, notamment de transformation et d'emploi à la CFDT. Je commence donc avec vous, Stéphane Carcillo, notre membre du Cercle, très au courant de toutes ces questions d'emploi et d'évolution de l'emploi, pour nous planter le décor. Merci beaucoup. C'est un sujet qui, évidemment, est au cœur des discussions d'Aix cette année, parce que dans beaucoup de sessions, on a parlé des transformations des métiers et de l'IA. Et c'est un des sujets dont on va parler aujourd'hui, mais pas forcément le seul. Je pense que le point de départ, c'est un problème de vitesse. On l'a vu ces derniers temps, on a la sensation tous d'observer une accélération des transformations. Une accélération du changement climatique. Voilà, ça, on le sent bien là. Ça, là, vraiment, je pense qu'on le sent bien. Une sensation particulièrement en France de l'accélération de la transition démographique. On a tous en tête les chiffres que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en France, il y a eu plus de décès que de naissances. Alors je sais que la transition s'est opérée plus tôt dans d'autres pays, mais en France, ça a marqué les esprits, comme quand on rentrait peu à peu dans l'hiver démographique. Et puis évidemment, la transformation numérique avec l'entrée et le déploiement de l'IA, qui fait craindre l'obsolescence des compétences et la disparition d'un certain nombre d'emplois. Alors, bon, je veux juste préciser que ces transformations, elles sont en cours depuis déjà longtemps. On a la sensation qu'elles s'accélèrent, mais elles sont déjà en marche depuis longtemps. Et pour autant, on a quand même continué à créer beaucoup d'emplois en France, beaucoup d'emplois dans les pays de l'OCDE. Et donc la crainte face à ces transformations, pour l'instant, c'est moins l'émergence d'un chômage de masse et la disparition d'énormément d'emplois que d'énormes transformations du monde du travail face auxquelles on ne serait pas forcément très bien préparé ou face auxquelles on ne serait pas tous très bien préparés, avec potentiellement beaucoup de gens qui auraient du mal à s'adapter à ces transformations. Alors, je voudrais vous donner juste un chiffre, mais Glenda va le préciser. C'est un chiffre de l'OCDE. On estime qu'en France, que 27% des emplois dans les, je ne sais plus quel est l'horizon, mais 10 ou 15 prochaines années, sont à risque de transformation ou d'automatisation. C'est d'ici 2030, si je ne dis pas de bêtises. Et 27%, ça ne veut pas dire 27% de disparition des emplois, mais ça veut dire 27% d'emplois dont les tâches vont être profondément transformées. Alors, dans ce contexte, il y a un peu un paradoxe français que vous avez rappelé. Le paradoxe, c'est que d'abord, on a des tensions de recrutement qui sont fortes. Alors certes, bon, le marché du travail a un peu atterri ces 2 dernières années. À la sortie du Covid, on a eu un fort rebond et un peu partout, le marché du travail atterrit, mais il ne s'effondre pas. Il ne s'effondre pas. Les taux de chômage sont stables, soit à la baisse, soit augmentent, mais très légèrement, bien moins que ce qu'on aurait pu observer pour un ralentissement de l'économie aussi marqué que ce qu'on a connu il y a 20 ans. Et quand on regarde les tensions de recrutement, elles restent dans beaucoup de pays au niveau de 2019, c'est-à-dire pré-Covid. Et en 2019, elles étaient déjà très élevées.
Et c'est un peu ce que vous disiez, beaucoup d'entreprises ne trouvent pas la main-d'œuvre dont elles ont besoin. Et quand on leur pose la question, notamment en France, c'est surtout un problème de compétences. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas la main-d'œuvre avec les compétences dont elles ont besoin. Alors, ces inadéquations entre les besoins des entreprises et les compétences recherchées chez les jeunes et les moins jeunes, ça pose un problème de moindre opportunité de création d'emplois et de productivité aussi. Parce que si on n'arrive pas à croître, ces entreprises qui recrutent en général, c'est des entreprises qui sont en croissance, des entreprises qui sont productives, et ça pèse aussi sur la croissance de la productivité, ce qui aussi pèse sur la croissance des salaires. Donc il y a un gros enjeu pour le bien-être aussi, et pour la croissance de notre PIB par tête. Ensuite, un point qui est extrêmement important et sur lequel, notamment en France, on n'est pas très bon, c'est que les systèmes de formation et d'éducation qui marchent sont des systèmes de formation et d'éducation qui arrivent à bien anticiper les besoins et les évolutions du marché du travail et qui arrivent à bien orienter les jeunes et les moins jeunes vers les formations et les métiers qui sont porteurs. Et je pense que de ce point de vue, il y a beaucoup à discuter sur comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce système d'anticipation et d'orientation. C'est un point qui est très important. Un dernier point, je pense, qui est très important aussi de souligner, c'est que ça n'est pas qu'un problème de moyens. Ce n'est pas qu'un problème de moyens. J'ai été au conseil scientifique du plan d'investissement en compétences, qui était un plan massif en France de 15 milliards d'investissements dans la formation continue. Et ce qui est frappant, c'est qu'avec 15 milliards déployés de manière supplémentaire, on a réussi à faire rentrer plus de gens en formation. Ça oui, d'accord. Mais les publics les plus prioritaires, c'est-à-dire ceux qui étaient sortis du système éducatif sans diplôme, eh bien, on n'a pas réussi à faire augmenter leur part d'entrée en formation. La seule chose qui a à peu près marché, c'était les préparations à la formation. Donc on voit qu'il y a un gros enjeu de ce point de vue. Alors pour poser des questions, et après j'arrête. Pour poser des questions, à nos invités, bien sûr, pour poser les questions qui me semblent importantes. Je pense qu'il y a la première question la plus importante, c'est comment adapter notre système éducatif aux métiers de demain. Comment mieux orienter les jeunes et les moins jeunes vers les formations les plus porteuses d'avenir? Quel est le rôle des entreprises et des partenaires sociaux dans la gouvernance de ces systèmes de compétences? Comment mieux cibler et évaluer ces politiques d'éducation et de formation de manière à soutenir financièrement ce qui marche et ce qui débouche sur des bonnes insertions sur le marché du travail? Et puis une dernière question qui boucle la boucle. L'IA n'est qu'une partie du problème. Est-ce qu'elle ne peut pas être aussi une partie de la solution? Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA aussi pour mieux personnaliser et mieux adapter nos méthodes éducatives et de formation afin de toucher des publics qui ont plus de mal avec ces systèmes d'éducation et de formation. Voilà. Donc là, vous avez le programme. On va essayer maintenant d'y répondre et on va débuter tout de suite avec vous, Glenda Quintini. Je rappelle que vous travaillez à l'OCDE. Vous regardez donc tous les marchés du travail. On va essayer de regarder les choses franchement. Est-ce que nous sommes en train de vivre une évolution du travail ou une révolution comparable finalement, certains disent à l'arrivée de l'électricité, donc ça c'est pour les plus anciens, ou plus récemment à l'arrivée d'Internet? Oui, alors merci, je suis très heureuse d'être ici, merci pour l'invitation. Alors Stéphane a déjà posé un peu ma réponse parce qu'en fait je pense que c'est un peu les deux, c'est une révolution mais peut-être pas une révolution comme certains l'attendent, donc pas, moi je crois pas, basé sur nos données, à la fin du travail ou au chômage technologique, mais sûrement c'est une révolution dans la vitesse, donc l'évolution des métiers et les changements à la besoin de compétences montent en vitesse, ces changements, et donc on doit faire face effectivement à ces changements. Alors Stéphane parlait déjà disons, de l'évolution globale de l'emploi. On ne voit pas effectivement une diminution. On voit peut-être un peu moins de vitesse dans ces emplois qui sont plus à risque d'être automatisés, comme Stéphane le disait. Mais
Même quand on mène des enquêtes auprès des entreprises, focalisées sur l'intelligence artificielle dans ce cas, et on demande aux employeurs, est-ce que suite à l'adoption de l'intelligence artificielle, vous avez réduit vos effectifs? En fait, la vaste majorité nous disent non, et certaines, 20%, nous disent même qu'ils ont augmenté les emplois. Même chose, alors là c'était en 2022, avant ChatGPT, mais on a refait des enquêtes auprès des petites et moyennes entreprises sur l'IA générative, donc effectivement des technologies encore plus diffusées, disponibles à tout le monde sur les SMEs qui sont quand même un public assez fragile, et là encore plus on nous dit 80% n'ont pas changé leur effectif et 10 ont même augmenté leur effectif suite à l'adoption. Donc effectivement des bonnes nouvelles au niveau emploi, pour l'instant au moins. Mais des gros changements dans les besoins en compétences et peut-être des différences aussi, ce n'est pas le thème aujourd'hui, en termes d'inégalité des faits. Donc globalement l'emploi reste, mais les groupes sont touchés différemment. Stéphane a un peu fait référence aux moins qualifiés, etc. Mais si on se tient aux compétences, on voit une montée en besoin en compétences. Donc beaucoup des entreprises nous disent que suite à l'adoption de l'intelligence artificielle, ils n'ont plus besoin de personnel haut qualifié. Mais ça, ce n'est pas seulement du coding, ce n'est pas seulement des gens, des techniciens qui peuvent développer ou faire la maintenance des systèmes IA, c'est aussi que tout le monde puisse effectivement comprendre le fonctionnement de l'IA au travail dans leur propre emploi. Donc c'est cette littératie d'IA. Et c'est aussi des compétences complémentaires, donc des meilleures capacités de faire du management dans un contexte où l'organisation du travail change. Et c'est des compétences plus humaines comme la résolution de problèmes complexes, la créativité, l'innovation. Et pour ça, dernier point, je pense qu'on doit effectivement moderniser nos systèmes de formation. On sait que quand on reçoit de la formation suite à l'adoption de l'IA en entreprise, on a plus de probabilité de dire qu'on a profité de ça, qu'on est plus productif, qu'on s'amuse plus au travail, que nos emplois sont plus sûrs. Donc effectivement, il y a un effet positif de la formation et de la consultation. Donc aussi cet élément de dialogue social que Stéphane évoquait. Mais on ne peut pas, vu les pénuries, ça ne suffit pas d'agir sur la formation initiale parce que ça va prendre des années à remplir les besoins des entreprises. Il faut aussi faire des changements dans la formation continue. Et là, il faut une formation continue adaptée aux besoins des adultes, donc plus flexible, plus courte, plus accessible et ciblée sur les besoins qui manquent, plutôt que réinventer la roue. On ne sait effectivement pas toujours très bien faire en France, adapter la formation aux besoins réels à l'endroit où on en a besoin, ce qui est souvent une autre des difficultés. Caroline Chevet, j'en passe à vous, parce que là on parlait formation continue, mais on va commencer dès le démarrage. Vous représentez bien évidemment du côté de la FSU les enseignants, hein, vous êtes la plus grosse centrale sur ces questions. On demande beaucoup bien évidemment à l'école. À l'heure de l'IA, est-ce qu'aujourd'hui on lui demande l'impossible ? Alors, merci à mon tour pour l'invitation. On a commencé sous l'angle de l'accélération. Et au risque de dénoncer quelques évidences, mais parfois c'est bien de les rappeler, le temps de l'école n'est pas le temps de l'accélération. Le temps de l'école, c'est le temps long et lent de la formation d'un jeune esprit. Et s'il y a quelque chose qui n'accélère pas, c'est le rythme auquel les enfants et les adolescents mûrissent et peuvent donc se former. Peut-être pour se figurer les choses, un petit enfant qui préparerait sa rentrée en maternelle pour le mois de septembre sortirait du système éducatif ou aurait le bac en 2043. Et si on ajoute quelques années d'études, de stages et de recherche d'emploi, on est à 2050. Il sera accueilli en septembre par un ou une professeure des écoles qui a peut-être été recruté il y a 20 ans ou 30 ans et qui va enseigner pendant encore 10 ou 20 ans ou un peu plus. C'est ça le temps de l'école. Et donc, évidemment, quand il est percuté par la rapidité des changements, on peine à voir quelles peuvent être les adaptations.
C'est quand même un élément important à prendre en compte parce que la question qui se pose à nous, du coup, si on veut préparer la jeunesse à son avenir, au travail, mais aussi à la société qui l'attend, on en est réduit soit à faire de la politique fiction, de la science-fiction, soit au contraire peut-être à se concentrer sur ce qui est absolument indispensable, ce qui restera indispensable. Et là, c'est vrai que l'arrivée très rapide de l'intelligence artificielle dans nos classes, aujourd'hui, je propose qu'on le prenne juste sous l'angle de ce que font les élèves. La question de ce que font les enseignants est encore autre chose, mais vient interroger fortement la capacité à construire un certain nombre de compétences intellectuelles absolument indispensables. Je pense simplement à la capacité d'expression et de rédaction, écrite ou orale, mais aussi la capacité d'élaboration intellectuelle, de conception et de construction d'un sens critique, pourtant d'autant plus indispensable que les capacités d'illusion aujourd'hui, voire de manipulation, sont devenues infinies. C'est effectivement ça qui percute très fort notre enseignement. Alors, est-ce qu'on demande à l'école l'impossible ? Rien ne serait impossible en y consacrant les moyens, en temps notamment, et en notamment aussi créant des conditions... Quand vous dites en temps, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire en dégageant du temps, par exemple, pour les professeurs, pour eux-mêmes se former en continu, ce que disait Glenda juste avant, la formation continue, d'avoir plus de temps pour découvrir l'IA et toutes les autres formes d'apprentissage aujourd'hui ? Alors la formation initiale et continue des enseignants, effectivement, gagnerait beaucoup à être développée. Mais quand je dis en temps, c'est aussi en temps d'école, tout simplement, et en regardant quelles sont les conditions. Depuis 15 ans, progressivement, le nombre d'heures passées par les jeunes à l'école a largement diminué. Ça a commencé au primaire, puis au collège avec la réforme de 2026, et la dernière réforme du lycée a considérablement réduit le nombre d'heures que les élèves passent en classe, tout en réduisant le nombre d'heures passées en effectif réduit, en demi-groupe, en dédoublement. Aujourd'hui, nos lycéens, par exemple, passent l'essentiel de leur temps dans des classes complètes, avec des programmes très chargés et peu d'heures. Et ce sont des conditions de classe qui sont assez peu propices, justement, à l'élaboration de nouvelles stratégies pour leur faire développer leur esprit critique et comprendre aussi ces nouveaux outils qui changent profondément la société. Et ben moi, je trouve que c'était pas que des évidences que tout le monde connaît. Je trouvais ça vachement intéressant pour placer le débat. Dominique Restineau, j'en viens à vous. Je rappelle que vous êtes à la tête de la CCI Paris-Île-de-France. On le sait pas toujours, hein, mais les CCI font partie des plus gros formateurs en France. Je crois que rien que vous, à Paris-Île-de-France, vous avez 14 écoles, soit à 100%, soit en partenariat. Et vraiment, ça va de tout, hein. Ça va de la gastronomie aux plus grandes écoles du design, avec bien évidemment aussi des écoles de commerce. Quand on écoute les chefs d'entreprise, ils nous disent souvent l'école ne forme pas les jeunes dont on a véritablement besoin. Qu'est-ce que vous attendez concrètement en mettant votre casquette pour vous abriter du soleil de chef d'entreprise ? Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais rester dans mon domaine, c'est-à-dire nos écoles un peu particulières. Quand vous parlez des emplois en tension, il y a 400 000, je vais tout de suite évacuer ce sujet-là, il y a 400 000 emplois non pourvus, c'est le chiffre qui ressort tout le temps. Il y a forcément un besoin d'ingénieurs et de techniciens. Mais dans ces emplois, il y a beaucoup d'emplois dans le domaine du BTP, il y a beaucoup d'emplois dans le domaine de la restauration. Depuis le Covid, je ne sais pas, ou en tout cas, je sais un peu plus que ce sont les métiers qui n'attirent pas vraiment. Et c'est pour ça qu'ils sont en tension en grande partie. C'est cette, comment dirais-je... Inadéquation entre l'envie et le besoin, quoi. Bien sûr, bien sûr. Je vais être un petit peu caricatural. Qui a envie, sous 40 degrés, d'avoir un marteau-piqueur et de taper sur le sol ? Qui a envie d'être dans un sous-sol, dans un restaurant, pour faire la plonge ? Personne n'a envie de ça. C'est une nécessité, mais personne n'a envie de ça. Donc j'évacue ça. Derrière,
la question, c'est est-ce que les entreprises savent ce dont elles ont besoin et comment on monte nos programmes. Nous avons effectivement, vous l'avez dit, 14 écoles prestigieuses, adaptées, professionnalisantes. Ces écoles, c'est HEC, c'est le SCP, pour celles et ceux qui connaissent, c'est l'ESSEC. Donc la grande école de commerce. Les grandes écoles de gestion au niveau mondial. C'est également la gastronomie, avec la grande école de gastronomie française. Alors oui, ils n'ont pas envie de travailler à la plonge, j'ai envie de dire, mais par contre, ils ont très envie, parce que là, on a énormément de demandes pour entrer dans la grande école de gastronomie française, ou alors d'aller... Là, c'est Ferrandi. C'est Ferrandi, ou alors d'aller au Gobelin, casser meilleure école de cinéma d'animation au monde, parce que ce sont des axes très spécifiques. Nous avons des écoles qui vont du CAP au bac plus 5. Nous formons 75 000 personnes en Île-de-France, 75 000 personnes en formation initiale, en apprentissage, en jeu majeur et en formation continue. C'est 36 000 personnes que nous formons chaque année en formation continue. Et donc, comment on travaille? Parce que certainement dans d'autres univers, peut-être universitaires, on forme des gens qui ne correspondent pas, mais nous, on forme ces jeunes, et ces moins jeunes d'ailleurs, tout au long de la vie, en lien avec les entreprises, parce qu'on écoute les entreprises, parce qu'on parle avec elles, et depuis presque 2 siècles, nous créons des écoles, parce que ce sont des écoles que nous avons créées, que mes prédécesseurs ont créées, en lien avec les entreprises, quand il y avait des besoins des entreprises. C'est cette écoute du marché que nous avons. Et c'est pour ça que, en réalité... Et pareil, vous adaptez du coup les formations en ce moment. Mais on s'adapte, depuis 2 siècles, on s'adapte. Et le taux d'intégration, le taux d'intégration dans l'emploi, après 7 mois dans nos écoles, est à plus de 90%. Plus de 90%. Ce qui est assez remarquable, même si... L'année dernière, il y a eu une petite baisse, mais l'ensemble a baissé. On a moins baissé que les autres, et on est à 80 et quelques. D'accord. Ces écoles sont la propriété de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, et il y en a 2 qui sont, une qui est associative, c'est l'ESSEC, c'est la précision que je voulais vous apporter, et HEC et le SCP, le partenaire que nous avons, ce sont les 2 fondations des écoles. Voilà. Eh bien, parfait. Là aussi, c'était très intéressant. Robert Gigrinch, j'en arrive à vous. Je rappelle donc que vous êtes un ancien ministre, notamment de l'éducation aux Pays-Bas. Vous comprenez très bien le français, mais vous allez parler en anglais. Quand on a préparé cette table ronde, vous avez comparé l'éducation à un voyage en TGV, parce que le TGV va jusqu'à Amsterdam, dont on ne connaît pas encore la gare d'arrivée. Est-ce que finalement, le diplôme compte moins aujourd'hui que la capacité à apprendre tout au long de sa vie? Bonjour à toutes et tous. C'est un grand plaisir d'être ici. Et, merci pour l'invitation et l'accueil très très chaleureux. On est sympa les Français. J'espère vous me permettrez de parler en français. Ça, on peut vous le permettre. Prononcer en anglais. So, let me make 3. J'aimerais parler de 3 prévisions que je fais. Première prévision, nous faisons face à un avenir très incertain. Si je dois me déplacer d'un point A à un point B, le chemin le plus court, c'est de partir en ligne droite. Mais si vous ne connaissez pas la destination, si vous ne connaissez pas où se situe le point B, ou si vous allez vers un point C ou D, je pense que notre avenir est incertain et il s'agira de naviguer dans l'inconnu. Je dis à mes étudiants, vous ne montez pas dans un TGV, vous montez dans un TER qui a beaucoup de haltes. Et il me pose la question, comment est-ce que je sais quand est-ce que je vais devoir prendre correspondance, changer de train? Il faut donner à nos étudiants les capacités, les élèves, les capacités à apprendre, ces compétences, ces savoir-être, comment gérer l'incertitude, la résilience. Ce sont ces compétences-là qui vont être tout à fait importantes. Deuxième point, il faut reconnaître toutes les formes de l'éducation. Nous avons souvent une vision unidimensionnelle de l'enseignement. Et j'ai envie de dire que l'enseignement, la formation est comme un éventail avec des facettes qui vont dans tous les sens. Les aspects scolaires,
techniques, professionnalisant la gastronomie, on en a parlé. Tous ces aspects-là sont très importants et nous avons une perspective très élitiste de l'enseignement. Il faut explorer toutes ces facettes. Dans la formation professionnelle, on parle surtout des compétences, c'est l'apprentissage. Ce sont des approches qu'on ne voit pas tant que ça dans l'enseignement scolaire. Et je pense que l'éducation doit devenir une activité apprenante, se concentrer sur les apprentissages. Quand j'étais ministre, j'ai fait le constat que tous les pays pensent être uniques. La France, c'est la France, les Pays-Bas, c'est différent. Et je pense que notre collègue de l'OCDE, elle nous dit que 70% des méthodes pédagogiques ne dépendent aucunement de la culture du pays, de l'histoire. Donc la meilleure manière de trouver des bonnes idées sur l'éducation, c'est d'aller les piquer chez le voisin, de les voler chez le voisin. Je vais vous donner un exemple dont je suis fier, qui vient du Pays-Bas. Dans notre formation professionnelle, nous avons 2 filières. Soit vous êtes 4 jours à l'école et 1 jour en entreprise, soit 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école. Ces 2 structures sont possibles. Et ça permet au système éducatif d'apprendre beaucoup de choses des entreprises avec lesquelles ils sont en partenariat. C'est une bonne manière d'adapter la pédagogie aux besoins des entreprises. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que vous avez à traduire vous-même vos propos en direct. Catherine Nave-Bekti, j'arrive à vous. Vous représentez donc la CFDT. Quand on parle de révolution technologique, on parle beaucoup des entreprises, mais c'est vrai que même là, on a finalement assez peu parlé des salariés. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui? La disparition de certains métiers, comme on a entendu, même si j'ai bien aimé l'expression de chômage technologique qui n'arriverait pas tout de suite, ou le risque que certains travailleurs, et ça a été évoqué en revanche, restent sur le quai? Alors clairement pour la CFDT, dans le contexte actuel, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de nous assurer qu'aucun salarié ne reste sur le quai, quel que soit le type de transformation, parce que vous avez évoqué à juste titre le fait qu'il y a la révolution de l'intelligence artificielle. Oui, c'est une révolution importante dans les méthodes de production dans un certain nombre de secteurs, mais il y a aussi la transformation écologique. Il y a aussi effectivement une évolution démographique qui s'accélère avec le vieillissement de la population, qui fait qu'il y a un certain nombre de métiers, vous avez commencé tout à l'heure à en évoquer, Monsieur Carcillo, Restino, sur des métiers qui ne sont pas touchés par l'IA, pour lesquels on a du mal à recruter. Et autour du vieillissement de la population, notre société, nous toutes et tous, nous allons continuer à avoir besoin de personnes, très souvent des femmes, qui s'occupent d'autres personnes, dans le soin, l'accompagnement. Et ces métiers-là vont connaître sans doute l'impact de l'IA, mais va rester indéniablement ce lien entre des humains. Et dans le monde de l'éducation, c'est pareil, et de la formation, même si l'IA peut apporter des éléments d'individualisation, d'adaptation des parcours, on aura toujours besoin de ce qui fait le cœur de l'éducation et de la formation, c'est-à-dire le lien, la transmission aussi entre des humains, parce que cette médiation vers le savoir, vers les compétences, son moteur, c'est l'humain. Et donc nous, c'est toutes ces transformations qu'on essaye de penser. Et notre conviction, c'est que face à ces transformations, il y a à la fois peut-être des métiers qui vont disparaître, qui vont être transformés, mais c'est aussi des compétences qui vont émerger, de nouveaux emplois, de nouveaux contextes d'exercice, et que pour y faire face, 1, les salariés ne doivent pas être laissés seuls. 2, les entreprises et les employeurs doivent exercer leurs responsabilités, des responsabilités que leur donne le Code du travail. C'est les entreprises, ce sont les entreprises, les employeurs qui ont la responsabilité d'adapter les salariés aux besoins de l'entreprise. Et ils ont aussi la responsabilité de maintenir l'employabilité de leurs salariés. Et dans ce cadre-là, notre conviction à la CFDT, c'est que la formation tout au long de la vie doit devenir un droit effectif, parce que c'est un outil de l'égalité, un moteur de la justice sociale. Et pour nous, investir dans les compétences, c'est investir aussi bien dans la formation initiale que dans la formation tout au long de la vie. Et ça constitue donc un investissement qui a des vertus à la fois économiques, sociales, mais aussi démocratiques. Parce que dans notre société, si on laisse aujourd'hui, demain, des travailleurs et des travailleuses sur le bord du chemin, on alimente le vent mauvais du ressentiment. Et notre société, elle a aussi besoin
de faire cohésion, de ne laisser personne sur le bord du chemin pour construire une collectivité qui peut aller de l'avant dans l'avenir et dans un avenir incertain. Donc on a des revendications fortes sur la formation professionnelle qui doit être un objet de dialogue social dans les branches et dans les entreprises, de la même manière que la réflexion sur la transformation des métiers, elle doit faire l'objet d'un dialogue social, s'appuyer à la fois sur les organisations syndicales représentatives et aussi sur des espaces de dialogue professionnel où les salariés peuvent penser ensemble la transformation de leur travail. Merci, bravo à vous aussi. Glenda Quintini, je reviens à vous parce qu'au regard de ce que nous disait le professeur Jigraf dans un instant, il nous disait la France c'est la France, les Pays-Bas c'est les Pays-Bas, mais c'est aussi intéressant quand on regarde vos différentes études du côté de l'OCDE, on peut voir que certains pays anticipent beaucoup mieux les besoins, notamment que la France. Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que la France ne fait pas toujours justement pour être dans la bonne partie de ceux qui font bien les choses? Oui, je vais reprendre un peu votre question parce que je trouve que la France fait assez bien en fait en termes d'évaluation des besoins en compétences. Il y a des exercices faits par France Stratégie, mais aussi l'Observatoire national des emplois et des métiers verts. Donc, effectivement, c'est des méthodes qui souvent on prend comme exemple. Voilà un bon mélange de méthodes quantitatives avec des méthodes plus de foresight qualitative, la consultation des partenaires sociaux, des employeurs. Ce que la France fait moins bien, mais c'est aussi un challenge dans d'autres pays, c'est utiliser les données. En fait, on les produit, mais on ne les utilise pas. Et en fait, il y a des pays qui utilisent ces données très bien dans des différents volets de politique, donc les politiques de l'emploi, les politiques de formation, la politique industrielle même ou la migration. Donc par exemple, vous avez des pays comme l'Autriche que dans le service public de l'emploi ont établi un comité sur les besoins en compétences et les résultats sont utilisés pour développer des formations qui sont en ligne avec les besoins émergents. Vous avez l'Estonie, par exemple, qui a un système de prévoyance des besoins très fort, un des meilleurs en Europe, OSCA, et ils utilisent les résultats pour déterminer quelle formation reçoit des aides financières, soit aux apprenants, soit aux entreprises qui font ces formations. Vous avez par exemple aussi des pays comme la Finlande qui l'utilisent pour mettre à disposition du public des informations sur les professions, l'évolution de l'emploi dans ces professions, les compétences nécessaires pour faire de l'orientation. Et après, vous avez des pays qui l'utilisent pour cibler par exemple des mesures à l'innovation qui ont aussi un élément de développement de compétences pour pouvoir adopter certaines technologies, comme en Italie, vous avez Industrie 4.0 qui fait ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'utilisation dans beaucoup de volets. On vient de terminer un travail avec le Portugal notamment pour faire suivre les résultats de leurs modèles, qu'on les a aidés à développer aussi, dans la formation supérieure. Là, on parle de jeunes, on parle des difficultés des gens avec des études supérieures à l'entrée sur le marché du travail suite potentiellement aussi au changement mené par l'IA. Il y aura des changements dans les compétences qu'on doit développer pour ces jeunes et comment on s'assure que nos études, les résultats de nos études, des études nationaux, vont effectivement être communiqués et intégrés dans les formations des universités. C'est très intéressant cette idée des données, mais justement, si on regardait les données, quel métier n'existe pas aujourd'hui mais sera indispensable dans 10 ans? La question un peu piège là. Oui, c'est vrai. J'aime pas trop ces questions du genre il y a 10 000 nouvelles compétences. Surtout que vous êtes enregistré, donc dans 10 ans, on ressort la réponse. Oui, c'est ça. Des nouveaux emplois tous les ans. Moi, je pense qu'on a quand même, les emplois restent quand même plus ou moins, les professions sont là, mais ça change. C'est vrai qu'on les remélange, on remélange les tâches et les descriptions de ces métiers. Moi, je dirais que peut-être, si je veux être vraiment créative, une profession qui fasse vraiment la relation entre l'humain et la machine et donc qui puisse aider à distribuer les tâches parmi les individus, donc les salariés et la machine, de façon que ça soit efficace, efficient, que l'emploi reste intéressant même pour les humains et que, même nous, mais même aussi que ça reste, que le processus reste transparent, éthique aussi.
Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Caroline Chevet, voilà, vous méritez vous aussi des applaudissements. C'est bien, on a une salle bien dynamique. Je ne sais pas si c'est pour vous aérer, parce que du coup, il vous fait un peu moins chaud, mais on aurait bien besoin d'être aéré là sur scène. Caroline Chevet, j'en arrive à vous. On le voit notamment dans l'utilisation des données, là, ce qui vient d'être dit, on a besoin parfois de rapprocher le monde de l'entreprise et pour en connaître les besoins pour les formations à venir. Est-ce que justement, on doit davantage rapprocher l'école de l'entreprise ou il faut garder la muraille de Chine ? Alors la formule rapprocher l'école de l'entreprise, moi, d'aussi loin que je me souvienne, je l'ai entendue. Moi, j'ai commencé à travailler en 2000, c'était déjà très présent. Je crois que c'est vraiment ancien. C'est un peu le slogan attrape-tout. Et la question, c'est quand même qu'est-ce qu'on met derrière. Ça fait longtemps que le système éducatif n'est pas dans l'idée que l'entreprise n'aurait rien à faire avec lui. Mais il faut quand même regarder, parce qu'il y a une part là-dedans qui nous ramène à des vieilles réactions, à la papa, de l'adulte exaspéré devant une jeune personne ne maîtrisant pas trop les codes ou étant un peu difficile à cadrer ou à former, et qui dirait on va le mettre dans l'entreprise, on va le faire travailler, puis comme ça il verra. Il y a quand même cette composante-là. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder, parce que en réalité, l'entreprise n'est pas un lieu pour former des jeunes dont l'école elle-même a du mal à savoir comment les accompagner. Et d'ailleurs, les employeurs ne s'y trompent pas, puisqu'ils acceptent rarement, même en stage, ces jeunes-là de 14, 15 ans qui sont très difficiles. Par ailleurs, le monde de l'entreprise, le monde du travail, c'est aussi un monde difficile, un monde dans lequel, s'il y a du droit du travail, c'est parce que les rapports sociaux peuvent être durs aussi. Et ce qu'on observe, nous, quand on est par exemple professeur de lycée professionnel et que donc on accompagne nos élèves qui sont en stage très régulièrement, c'est que la recherche de stage ou la période de stage sont des moments de discrimination très forte où les filles peinent à trouver du travail, comme aussi les jeunes qui sont issus de l'immigration, visibles et avec des origines étrangères réelles ou supposées, et les jeunes des milieux les plus populaires qui n'ont pas de carnet d'adresse et qui peinent eux-mêmes à trouver leur place. Donc d'abord, il faut écarter l'idée que ce serait une solution efficace et radicale pour préparer et former les jeunes. En réalité, l'entreprise n'est pas vraiment un lieu de formation pour des adolescents. Et quand on observe le développement de l'apprentissage, puisque dans les dernières années, les liens entre l'école et l'entreprise se sont largement développés, via notamment les politiques d'apprentissage, l'apprentissage fonctionne bien avec des étudiants qui sont déjà en partie formés. Le BTS en alternance, la licence en alternance, ce sont des formations qui, effectivement, produisent des réussites. C'est beaucoup plus différent quand même, c'est complètement différent même quand on regarde ce qui se passe au niveau du lycée, voire du collège. Donc ça, c'est quand même une première chose. C'est probablement pas là la solution aux difficultés du système éducatif. L'autre élément, c'est un peu ce que j'évoquais sur le temps long, c'est si rapprocher l'école de l'entreprise, ça signifie entrer dans une logique adéquationniste où le marché de l'emploi viendrait dicter au système éducatif ses besoins. On a cette expérience-là dans un certain nombre de formations. On cite souvent l'exemple des mines qui ont fermé dans le Nord dans les années 80 et comment des générations de jeunes garçons souvent se sont retrouvés complètement sur le carreau parce qu'il n'y avait plus de travail et qu'ils avaient été préparés pour un marché du travail qui n'existait pas. Et donc, il y a un effet illusoire à penser que le temps d'évolution du marché du travail est le même que celui du système éducatif. Donc, il faut certainement avoir une vraie réflexion sur la manière dont le système éducatif prépare les jeunes à l'emploi, sans jamais le distinguer de la formation du citoyen ou de la citoyenne. Ça passe sans doute aussi par la réflexion sur justement qu'est-ce qu'il faut avoir appris pour pouvoir apprendre à apprendre. Et justement parce que
Juste pour compléter ce que vous venez de dire, souvent quand on est à l'école, on nous parle d'orientation à 15-16 ans, c'est un peu à ce moment-là. Et j'ai bien aimé votre introduction tout à l'heure pour dire grosso modo, celui qui entre en maternelle là travaillera en 2050. Donc par définition, on n'en connaît pas les métiers. Comment quand même aujourd'hui, il faut essayer d'avoir quelque chose d'assez logique dans le parcours qu'on va lui proposer, qui répondra quand même à des métiers qui existeront ou non demain. Alors la première chose, c'est que parfois on entend qu'il faut développer l'orientation dans le système éducatif. En réalité, le système éducatif a déjà beaucoup changé. Et depuis 10 ans à peu près, il est obsédé par l'orientation. Et nos enfants, dès le CM2, on commence à inciter les enseignants à parler aux enfants de leur avenir. Au collège, c'est permanent. Et ça fait aussi partie des choses qui peuvent poser problème parce qu'elles inscrivent les élèves d'emblée dans une logique concurrentielle extrêmement angoissante qui culmine au moment juste avant le baccalauréat avec la fameuse semaine des résultats de Parcoursup où nos élèves sont dans un état absolument catastrophique psychologiquement. Mais c'est préparé depuis très longtemps par cette obsession permanente de l'orientation, qui est encore marquée aussi par le fait que, par exemple, dans les années 80, voire 90, on disait d'un élève qui était en difficulté, on va l'orienter. Et ça voulait dire qu'on l'envoyait vers, souvent dans le système professionnel. vers la voie professionnelle à un moment où elle n'amenait pas encore un grand nombre d'élèves au baccalauréat. Donc, la question de l'orientation ne doit jamais être instrumentalisée pour contester le fait que l'objectif du système éducatif est bien d'amener le plus grand nombre de jeunes possible, le plus loin possible, et pas de trier précocement les élèves. Dominique Restino, soyons concrets. Si vous deviez changer peut-être, et vous le disiez, hein, vous avez 14 écoles, donc vous êtes vraiment au cœur du système de la formation. Si vous deviez changer une seule chose demain dans notre système de formation, ce serait laquelle? On va dire votre bonne idée, quoi. On va le dire comme ça. Il y a une chose que je ne voudrais surtout pas changer, c'est d'apprendre à apprendre. Je crois que j'ai entendu depuis tout à l'heure certaines choses. Je pense qu'on ne vit pas toujours dans le même monde. Je pense qu'il y a énormément d'évolution. Les métiers accentuent leur rythme. La transformation, l'IA y apporte, je crois, certaines opportunités si on sait bien la prendre en considération. Ça a été dit quand même, c'est d'apprendre à apprendre, de développer l'esprit critique, d'avoir une prise de recul et d'apporter de la culture générale. Mais de faire tout ça dans un contexte où demain, ces jeunes et ces moins jeunes avec la formation continue doivent continuer à travailler, à se sentir bien dans leur emploi et donc toujours d'apprendre à apprendre. C'est en ça que je pense qu'il faut regarder l'IA. On n'a pas parlé d'IA réellement encore mais allez-y si vous voulez. Voilà. Et je pense que il y a des études qui commencent à sortir également. Les jeunes de 18 à 24 ans, c'est une étude du CREDOC, dans ces jeunes-là, il y a 85% qui utilisent déjà l'IA. Cette transformation un peu révolutionnaire, je ne sais pas si c'est en fonction de l'électricité de jadis, mais cette transformation est la plus rapide des transformations depuis ces 25 dernières années. Alors je réaffirme qu'il faut bien sûr apprendre à apprendre, se cultiver, et c'est cet esprit critique qu'il faut apporter dans la formation. Et il me semble que dans les entreprises sont également des lieux où on apprend des choses, également, et que je ne comprends pas qu'on oppose le monde de l'éducation. Moi, je suis un chef d'entreprise. Je préside une organisation qui forme 16 000 jeunes en apprentissage. 16 000 jeunes en apprentissage. Je pense que tant qu'on continuera à avoir ce dogme d'un côté des salariés, d'un côté des organisations qui pensent qu'il ne faut rien bouger, rien bouger, rien bouger, dans un monde qui évolue tellement vite, on aura un mur en face de nous.
comment justement vous accompagnez aussi du côté des CCI les entreprises? Parce que vous faites finalement le lien entre l'éducation au travers de vos écoles et également la nécessaire formation des chefs d'entreprise à cette transformation majeure. Dans les 36 000 personnes en formation continue, il y a bien évidemment des salariés des entreprises, mais il y a également les chefs d'entreprise. Ensuite, dans tout le processus, une chambre de commerce en France, établissement public, accompagne les chefs d'entreprise, les dirigeants, à la sensibilisation du monde économique, bien sûr, à la création d'entreprises, au développement des entreprises, à la transmission, reprise des entreprises, un enjeu fondamental, et aux transitions également. C'est ce que nous menons, c'est les programmes que nous avons au sein des chambres de commerce en Ile-de-France et en France, en réalité sur l'ensemble du réseau. Je voudrais juste profiter pour dire que c'est le premier réseau de proximité de l'économie réelle, puisqu'il y a 121 chambres en France de commerce et d'industrie, et que le gouvernement, les gouvernements nous utilisent parce que nous sommes le dernier kilomètre pour aller jusqu'au plus près des entreprises, et je dirais surtout de 97% des entreprises qui, elles, emploient moins de 20 salariés. C'est ça le tissu économique français. Bien sûr. Donc on les accompagne dans tout ça. Dans nos écoles également, on les accompagne à avoir cet esprit critique. De plus en plus, on utilise l'IA, que ce soit à le SCP qui est en train de créer une entreprise, une école dans la tech, avec OpenAI, ou que ce soit l'ESSEC qui monte des programmes également avec Mistral AI, de l'autre côté. On travaille en collaboration avec les entreprises, et nous sommes des établissements de formation, mais ancrés avec les entreprises. C'est vrai que ce sont des étudiants un peu plus âgés, mais nous avons également de la formation sur les jeunes, sur l'infrabac également. Il y a une posture à avoir. Je vais prendre un taux. Je suis un petit peu long, mais dans le domaine de l'apprentissage, vous avez ce qu'on appelle le taux de rupture. C'est une inadéquation entre le jeune et l'employeur quand on ne s'est pas bien compris. Ils ne se sont pas bien compris. Quand ça coupe en France, ce taux de rupture est entre 27 et 30%. Le taux de rupture dans nos écoles est entre 5 et 7%. Parce qu'on y met, bien évidemment, de l'accompagnement avant, pendant et après. Et c'est pour ça qu'en fin de course, c'est 90% de taux d'intégration dans l'emploi que nous avons dans nos écoles. Donc pour vous, le mot-clé, c'est adéquation, et c'est important aussi. Professeur Jigraf, si vous deviez reconstruire aujourd'hui l'enseignement supérieur en tenant compte de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous enseigneriez différemment? Well, I think actually artificial... Pour ma part, je considère que l'intelligence artificielle nous démontre ce qu'est l'intelligence humaine exactement. Nous avons deux super pouvoirs. Chaque être humain a deux super pouvoirs. Le pouvoir de l'imaginaire, voir quelque chose qui n'existe pas encore. Le deuxième super pouvoir, c'est notre curiosité, notre capacité à explorer le monde. Si on pose la question du développement humain, il y a souvent deux phases. Une phase d'exploration entre les âges de 4 jusqu'à les âges de 4 à 6 ans. Et ensuite, il y a l'exploitation, où on approfondit les savoirs. Une chose que... Cette deuxième phase, l'intelligence artificielle, c'est très bien le faire, mais il faudra que nos jeunes soient plus explorateurs, plus imaginatifs. J'aime bien cette métaphore que j'ai entendue un jour. On nous a dit que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme ce qui est arrivé à la peinture, à l'avènement de la photographie. Quand on a inventé la photographie, on ne faisait plus les portraits exacts, mais on a libéré la créativité artistique. On a eu Monet, Picasso, Van Gogh. On avait la possibilité davantage d'explorer parce qu'on a mécanisé une petite partie. Pour la petite anecdote, j'ai été formé comme physicien, mais j'ai suivi une formation dans les beaux-arts pendant quelques années. Et c'est là que j'ai appris ce que cela veut dire véritablement de mener des recherches. Parce que dans les beaux-arts, ce sont des explorations. La note qu'on a dépend pas de l'exactitude de son travail, mais plutôt que de l'imaginaire qu'on y déploie. Je pense que l'intelligence artificielle va souligner les capacités dont nous aurons besoin pour l'avenir.
parce que nous aurons ce collaborateur fantastique qu'est l'intelligence artificielle. L'IA permettra peut-être de gagner du temps, hein, on l'entend, mais comment faire pour que ce temps gagné serve finalement à mieux travailler et pas seulement à travailler davantage ? Alors, sur cette question de l'impact du développement de l'intelligence artificielle sur le travail et sur les emplois, à la CFDT, on a coutume de dire que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui détruit des emplois, ce sont des décisions d'organisation du travail, d'organisation de la production dans les entreprises. Donc pour nous, pour que le déploiement de l'intelligence artificielle n'appauvrisse pas le travail et du coup ne dégrade pas davantage le rapport des salariés à leur travail, hein, vous l'avez évoqué, changement du rapport au travail, des métiers dont les conditions réelles d'exercice n'attirent pas forcément, la recherche de sens au travail, pas seulement des jeunes salariés comme on l'entend parfois, mais de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, sont des enjeux majeurs. Donc sur ce sujet-là, nous on considère qu'il est extrêmement important qu'il y ait du dialogue social dans les entreprises, dans les branches, pour comprendre comment l'intelligence artificielle peut éventuellement transformer le travail, en faire une occasion aussi d'améliorer le travail. Parce que par exemple, sur un certain nombre de processus administratifs, que ce soit dans les administrations ou dans les entreprises, plaquer de l'IA sur des mauvais processus n'améliorera pas les choses. Il faut en faire l'occasion d'interroger ces processus et ces procédures pour les améliorer et redonner du sens. Et pour nous, il y a la question donc, de la qualité du travail pour toutes et tous et aussi de la qualité des emplois pour que les travailleurs et les travailleuses puissent faire de leur travail un lieu d'investissement, de construction de leur avenir, un lieu d'apprentissage aussi, on apprend beaucoup en travaillant, et de reconnaissance de ce qu'on acquiert comme compétences, comme connaissances dans le travail. Et il faut donc construire des organisations de travail qui sécurisent les travailleurs et les travailleuses dans la durée. Et pour notre part, on considère aussi que toutes ces transformations que nous venons d'évoquer tout au long de la table ronde impliquent que la formation, qu'elle soit initiale ou continue, je vais rejoindre d'autres intervenants, se concentre sur des compétences transversales, sur l'apprendre à apprendre et sur qu'est-ce qu'on doit permettre d'acquérir à tous les jeunes en formation initiale pour qu'ils et elles puissent s'accrocher à la formation tout au long de la vie, tout au long de leur carrière, plutôt que d'imaginer avoir une formation initiale qui soit adéquationniste au sens étroit du terme. Et il nous semble que l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est de développer la formation tout au long de la vie et sortir la France d'une situation où celles et ceux qui accèdent le plus à la formation professionnelle sont celles et ceux qui avaient déjà le niveau de diplôme le plus élevé. Ça, c'est effectivement une grande question aussi. Stéphane Carcillo, comme le veut la tradition, c'est toujours le membre du cercle qui ferme la table ronde. Vous avez 2 minutes 34 pour le faire. C'est-à-dire un petit peu plus rapide. Non, moi, ce qui m'a énormément intéressé dans ces discussions... Je vous ai vu beaucoup hocher de la tête. Oui, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ce que je trouve le plus parmi les faits les plus marquants, c'est ce que vous avez évoqué sur le temps à l'école. Et je pense que dans le développement, avec les développements de l'IA notamment, on va avoir besoin de beaucoup plus de temps passé dans l'école pour aider les jeunes à développer cette imagination, ces collaborations, ces compétences non cognitives, cette capacité à explorer, à utiliser l'IA aussi correctement. Vous savez, on a des évaluations des différentes méthodes d'éducation, et notamment aux États-Unis, il existe ce qu'on appelle les charter schools, qui sont des écoles publiques, mais qui sont pilotées dans des zones extrêmement défavorisées, avec des budgets supplémentaires qui sont accordés, avec des engagements de résultats. Et ce qui est incroyable dans les charter schools, c'est que ce qui est le plus marquant, pourquoi ça marche, c'est parce qu'il y a plus de temps passé à l'école. C'est exactement ce que vous disiez, il y a plus de temps passé à l'école. Les résultats sont meilleurs en maths, sont meilleurs en compréhension du langage, parce qu'il y a plus de temps passé avec les enseignants. Et donc c'est un investissement essentiel, ce temps de formation, ce temps d'éducation pour notre avenir. Et dans le contexte de transformation de l'IA, c'est vraiment un élément absolument essentiel. Le deuxième point qui m'a marqué dans cette discussion, c'est le besoin d'utiliser les données pour piloter nos systèmes.
On a maintenant accès à des données incroyables qui nous permettent de suivre le devenir des jeunes et le devenir des salariés sur le marché du travail. Glenda l'a rappelé. Et on en a particulièrement en France des données extraordinaires parce qu'on est capable de faire le lien entre le parcours éducatif, le parcours professionnel, le parcours en formation et ensuite le retour sur le marché du travail. On peut faire toutes les transitions. Et ça, il faut l'utiliser pour piloter nos systèmes, c'est-à-dire il faut l'utiliser pour dialoguer, pour savoir comment est-ce qu'on change nos formations, on les adapte. C'est important pour les enseignants de savoir ce que deviennent leurs étudiants. C'est très bien d'avoir un retour d'expérience et pour ça il faut utiliser l'information aussi. Il y a beaucoup de frustration aussi chez les formateurs et les enseignants. Et je crois qu'une des pistes importantes, c'est de développer ces systèmes d'information pour savoir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Vous voyez, Merci. vous aviez besoin de 2 minutes 34. Merci beaucoup, en tout cas, à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir été très participatifs dans les applaudissements et bonne fin des rencontres économiques d'Aix. Merci à tout le monde.